J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans le lundi live. Je suis Irina de la Diva pour ceux qui viennent pour la première fois sur la plateforme et je suis là pour vous servir. Qu'est-ce que je ferais sans cette femme? À elle seule, elle vaut sans cette femme. À elle seule, elle vaut sans cette femme. Les artistes, quand vous écrivez vos choses là, les paroles, c'est très important. C'est par les paroles qu'on reste connecté au message en fait et on est emporté par votre univers. Moi j'adore les artistes qui écrivent des choses intéressantes. Je l'ai intitulé comme suit, enfin du sujet qu'on a choisi avec la team, c'est les gens qui pensent que toute réussite est suspecte. Ok, quand une personne réussit, quand tout lui réussit tout simplement, etc., ça c'est un peu suspect, il faut s'en méfier, etc. Ce genre de pensée est une pensée très limitée. C'est un esprit limité et c'est surtout moi je dirais que c'est la conséquence d'un manque de confiance en soi de penser comme ça, d'accord? Parce que écoutez, c'est vrai qu'il y a des gens, qui ne croient pas en eux, c'est vrai, ok d'accord, il y a des gens qui croient en eux dans ce monde et puis il y a ceux qui ne croient pas en eux, très bien, voilà, c'est comme ça, le monde est fait un peu de tout, on ne peut pas tous être... je sais pas, on ne peut pas tous être hyper talentueux. On peut être talentueux, mais pas forcément hyper talentueux. Il y en aura qui seront beaucoup plus talentueux que d'autres. C'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit. Mais il est clair qu'on a quand même tous quelque chose à apporter. On a quand même tous des dons, des talents. Chacun à son niveau, ok? Donc, il y aura des gens qui ne vont pas croire en eux. C'est normal. Et puis, il y a également des gens qui n'auront pas confiance en eux et qui, de facto, se sentiront limités. C'est cette limite-là qui est intéressante. Bon, intéressante en soi, pas vraiment, mais bref. Se limiter, c'est en fait finalement renoncer à toute forme d'ambition, toute alternative, toute perspective d'avenir. De se dire, bah écoute, voilà, moi aujourd'hui c'est vrai que j'ai pas assez de moyens, mais peut-être que demain, si je travaille bien, si je me donne à fond, si j'ai un plan de carrière, si j'ai une option, si j'ai, voilà, si je me base vraiment sur un projet, un rêve qui me passionne énormément, bah, je vais trouver les moyens nécessaires pour m'en sortir et peut-être que d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, d'ici même 2 ans, tout dépend de la passion qui vous anime et surtout de la motivation que vous aurez, eh bien, je pourrais effectivement être à un niveau un peu plus élevé que celui dans lequel je suis aujourd'hui. Ok? Donc, ça, c'est ça. Mais si vous ne pensez pas comme ça, forcément, vous avez une pensée limitée. Cette pensée limitée vous dit, ben, aujourd'hui, je n'ai rien. Dans 10 ans, je n'aurai pas grand-chose non plus. C'est une pensée limitée, mais c'est votre façon de voir, c'est votre croyance, en fait. Parce que, comment dire, la personne se pensant incapable, parce que je dis se pensant, parce que tout est une question de perception, de croyance, de comment tu te perçois, quand tu te regardes devant un miroir, qu'est-ce que tu vois, etc. Si tu vois une personne battante au sens vraiment d'acharnée, de déterminée, de persévérante, une personne persévérante, oui, très bien, tu iras loin, tu auras l'ambition tu trouveras des alternatives, tu te battras en tout cas pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Maintenant, si tu te penses incapable et tu crois que le seul moyen de s'en sortir dans ce monde, dans cette vie, eh bien, c'est d'emprunter des voies obscures, c'est d'aller, par exemple, je ne sais pas moi, troquer ton corps contre des denrées alimentaires ou quoi que ce soit. Bref, en tout cas, c'est de passer par des chemins un peu moins glorieux, on va dire ça comme ça. Eh bien, c'est triste parce qu'en fait, ta logique serait clairement de dire... Réussir sa vie passe nécessairement par un sacrifice du corps, de l'âme. Alors oui, on peut réussir en sacrifiant son corps. Dans quel sens? Dans le sens où on décide par exemple de réduire ses heures de sommeil parce que je me dis, ok, moi j'ai un objectif de rendement à faire. Je veux que mon chiffre d'affaires atteigne, je ne sais pas moi, 5 millions d'ici 1 an. Ça veut dire que je dois travailler plus. Ça veut dire que je dois avoir plus de connexions. Je dois élargir mon réseau. Je dois essayer de trouver d'autres alternatives à gauche, à droite. Bref, essayer de tout faire pour... obtenir ce niveau de rendement-là de mon chiffre d'affaires. Donc oui, je me sacrifie en corps et en âme. En âme, pourquoi? Parce que je travaille beaucoup plus et je consacre en tout cas 90% de mon temps dans cet objectif-là et à donner le meilleur de moi-même. Très bien. Mais maintenant, ceux qui pensent que pour réussir, il faut passer par un sacrifice de corps dans le sens où je dois aller me prostituer, je dois aller, je ne sais pas moi, je dois aller voler, je dois aller escroquer, je dois faire toutes les bassesses du monde pour obtenir cette chose-là. Donc à ce moment-là, oui, clairement, tu te diras, c'est ce chemin que je vais emprunter et c'est pas un autre. Et ce chemin-là, c'est le chemin universel. C'est ça mon problème. Alors, dire qu'il n'y a qu'une seule issue pour réussir et pour ça, il faut aller... perdre sa dignité, il faut aller troquer ses valeurs, etc. C'est une idée qui est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle tend à mettre tout le monde dans le même sac. Elle tend en fait à diminuer
l'effort que d'autres personnes qui ont choisi autre chose, qui ont choisi une autre voie, voilà, l'effort que ces personnes-là ont fourni, eh bien, cet effort est minimisé. C'est une voie qui est dangereuse. Alors, bien sûr, il y a plusieurs manières de réussir. Tout dépend de ce qu'on entend par réussir. Bref, ce que moi je veux dire ce soir, aux personnes qui m'écoutent et surtout à celles-là qui n'ont de cesse de s'acharner contre des personnes qui n'ont par exemple pas emprunté leur voie, les personnes qui n'ont pas voulu, je sais pas, aller se prostituer par exemple, voilà, parce qu'on dit que c'est le plus vieux métier au monde, ok, très bien, on va prendre la prostitution par exemple, les personnes qui ne l'ont pas fait. Et puis, finalement, celles qui l'ont fait estiment que non, ben non, c'est la voie à suivre. De toute façon, même si je vois cette personne-là, elle a l'air de vivre dans l'aisance, d'avoir tous les moyens qu'il faut, etc. à sa disposition, c'est très bien. Mais bon, si ça se trouve, elle a été se prostituer. Non, c'est une pensée qui est limitée. Pourquoi? Parce que ta croyance n'est pas ma croyance. Ta limite n'est pas ma limite. Et surtout, ton option ou tes options ne sont pas mes options. Toi, tu peux te dire qu'aujourd'hui, effectivement, tu vas emprunter une voie douteuse parce que tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autres options. Et puis, une autre personne peut se dire, ben non, moi, j'ai plusieurs options. Si je n'opte pas pour l'option obscure, j'ai une autre alternative beaucoup plus saine. Si je ne vais pas faire cette chose dégradante, je ne vais pas, voilà, allez, je vais pas mourir de faim, je n'ai pas dormir dans la rue, j'aurai toujours un toit sous ma tête, quoi. J'aurai un toit. Alors que l'autre se dira, ben non, moi, j'ai pas le choix. Je dois donc le faire parce que, voilà, il y a pas d'autre issue pour moi. C'est ma réalité, etc. J'ai dit, ta croyance n'est pas ma croyance. Ta réalité, je vais l'ajouter maintenant parce que j'ai parlé de mots, j'ai sorti réalité tout de suite. Ta réalité n'est pas ma réalité. Il faut arrêter de croire que tout le monde fait la même chose. Il faut arrêter de croire que tout le monde est tordu. Il faut arrêter de croire que tout le monde a aussi cette soif, par exemple, d'argent. Que tout le monde veut absolument avoir des biens matériels. Tout le monde veut, tout le monde. Il faut arrêter de croire que on a tous la même conception du bonheur. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Je vais prendre un exemple assez d'actualité, du coup, parce que ça revient un peu trop sur mon fil d'actualité. C'est ce débat-là autour des influenceuses. Aujourd'hui, on critique, enfin, je dis influenceuse, mais influenceur plutôt, parce que homme comme femme, on critique beaucoup ces personnes-là qui se disent influenceuses, etc. Parce que, voilà, on se dit, voilà, en tout cas pour moi, j'estime qu'il y a un mauvais procès d'intention sur les influenceurs et influenceuses. Parce que alors, bon, d'accord, vous me direz, il y a des mauvais modèles, effectivement. Il y a des personnes qui sont sur Internet et qui pervertissent un tout petit peu, beaucoup, la jeunesse, c'est vrai. Il y a des modèles qui ne sont pas à suivre, c'est vrai. Parce que quoi? Parce qu'on renvoie des mauvais messages, pousse les jeunes, par exemple, à pencher plus pour la vie facile, etc. À effectivement opter pour des choix obscurs, des choix moins valorisants, voilà, où tu perds en dignité, tu perds en valeur. C'est vrai, il y a effectivement ce type de modèle-là. Mais ce ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls. Donc, tout dépend des personnes que vous allez suivre. Tout dépend des personnes que vous allez estimer être, que vous considérez comme des influenceurs ou des influenceuses. À côté de ça, on aura des modèles vraiment intéressants. Il y a de tout sur Internet, par exemple. Il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des businessmen, des businesswomen, etc. Il y a des personnes très, très influentes qui proposent sur leur plateforme un contenu de qualité, un contenu sain, qui aide les jeunes aujourd'hui, parce que moi, c'est la jeunesse qui m'intéresse. Les vieux, là, c'est fini. Bon, bref, je rigole. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la jeunesse est le socle d'une nation. Si on perd la jeunesse, on perd la nation, on perd le pays, tout simplement. C'est la jeunesse qui construit, qui en tout cas, qui est détentrice de l'héritage laissé par les anciens. Donc, si les anciens font un peu n'importe quoi, ben, la jeunesse suivra. Donc, non, il faut la préserver, cette jeunesse. Donc, il y a une catégorie d'influenceurs et d'influenceuses qui va se démarquer et qui effectivement propose quelque chose d'assez sain, quelque chose qui te permet effectivement de te situer dans ton projet. Si tu suis par exemple, je ne sais pas, un architecte, voilà, tu suis une page où il y a plein de designs d'architectes, des personnes qui vous expliquent par des talk shows, par des interviews, leur parcours dans le domaine du design, de l'architecture, je sais pas, d'intérieur, etc. Ok, ben, très bien, tu peux puiser dans ces parcours-là, pour toi aussi t'aider à trouver des réponses aux questions que tu te poses sur ce métier que tu aimerais exercer plus tard.
Là, c'est intéressant, c'est magnifique. Et ce sera un contenu non seulement de qualité, mais qui t'éclaire, qui t'éclaire, qui te donne beaucoup plus de lumière sur ce que tu vas apporter, sur ce que tu veux toi aussi proposer plus tard sur tes plateformes, ou simplement qui va t'aider, ce contenu-là va t'aider à te situer dans cette passion-là autour de l'architecture, ok? Le plus important, ce sont les personnes que vous suivez, les personnes que vous estimez être des influenceuses ou des influenceurs. Il ne faut surtout et jamais faire d'amalgame. Parce que dire, par exemple, croire que les autres qui ont réussi sont des personnes suspectes, sont des personnes douteuses, pour moi, c'est une limite personnelle. Non seulement tu limites les autres, tu estimes que les autres sont incapables de faire des scores terribles dans leur vie, des super grands scores, ok? Tu estimes que les autres sont incapables de produire des chiffres d'affaires assez importants. Mais par-dessus tout, tu te limites. C'est une limitation personnelle, d'accord? Tu te limites toi-même et surtout, tu parles de toi. Quand tu vois la réussite d'une personne qui t'impressionne, etc., et que tu commences à trouver en fait des petites bêtes comme ça, et pour essayer de diminuer l'effort que la personne a fourni, c'est ta limite à toi. C'est toi que tu limites. Tu te dis à toi-même que c'est impossible d'y arriver sans... je vais pas reparler de ça en très bref, sans emprunter une voie obscure. Sans aller te dégrader. C'est ce que toi tu estimes, parce que c'est une croyance qui est ancrée en toi. C'est ta réalité. C'est ce que tu as estimé être véridique, mais c'est ta croyance. Donc, non seulement ça te limite, c'est comme dire, voilà, je sais que pour réussir, je dois aller voler. D'accord? Donc, prenons même ce cas de syllogisme, là, c'est un syllogisme négatif, mais bon, bref, c'est pour que vous compreniez un peu ce que j'essaie de vous dire. Si je dis, par exemple, voilà, je ne peux pas avoir... Oui, une villa. Je ne peux pas avoir une villa sans voler. Pierre, Paul, Jacques, peu importe. On va dire Paul a eu une villa. Alors Paul a forcément volé. Ça n'a aucun sens. C'est comme dire aujourd'hui, je ne sais pas, tous les blancs sont racistes. C'est un exemple. Tous les blancs sont racistes. Tom est blanc, alors Tom est raciste. Stupide. C'est une idée qui est stupide. Donc, non seulement cette pensée, elle limite l'intelligence humaine, elle limite tout simplement l'humain, les capacités humaines, mais c'est une idée qui est dangereuse. C'est très dangereux. Parce qu'on est à un niveau où on se complaît dans la médiocrité. On adule la médiocrité. On la justifie, cette médiocrité. Alors que non, il y a la voie de l'excellence. Il y a la voie du parcours du combattant. Il y a la voie où on transpire, où on se bat pour atteindre son objectif et où la réussite devient flamboyante. Oui, ça existe. Oui, il y a des personnes qui réussissent très très bien dans leur vie sans avoir fait des choses tordues. Donc, ce n'est pas parce que vous pensez ne pas avoir le choix de prendre des chemins obscurs que tout le monde, que cette vérité, elle est générale, ne généralisez absolument pas. Si vous généralisez, vous diminuez en fait le potentiel humain. Vous diminuez en fait, comme je disais, les capacités intellectuelles des gens, les capacités humaines tout simplement. Vous les diminuez. Si vous estimez que vos capacités à vous sont faibles, les capacités des autres, s'il vous plaît, ne le sont pas. Sachez-le. Il y a des personnes qui vivent très bien leur vie. Ce sont des agents immobiliers. Oui, ce sont des agents immobiliers. Ce sont des boulangers. Ce sont des femmes de ménage, des hommes de ménage, etc. qui gagnent bien leur vie, qui sont contents de ce qu'ils ont et qui arrivent avec le peu qu'ils ont, ok, à faire de grandes choses, à construire de grandes choses, en tout cas à profiter au maximum de l'effort qu'ils ont fourni. Donc, arrêtez de croire et arrêtez de mettre des points d'interrogation sur la réussite de X personnes et de limite pousser les gens à venir se justifier sur leur bien, leur fortune, leur situation, leur bonne situation, leur aisance. Déjà, personne ne va venir se justifier auprès de vous parce que qu'est-ce que vous leur apportez? Non, rien. Mais surtout, moi, je pense que ça renvoie un mauvais message à la jeunesse qui consiste à lui dire à cette jeunesse-là que, écoutez, vous n'avez pas le choix. Écoutez, de toute façon, même si vous êtes ambitieux et que vous avez de belles idées, vous avez des rêves, etc., il y aura un moment où vous n'allez pas réussir à atteindre ces rêves-là, vous n'allez pas réussir à atteindre ces objectifs, parce qu'il faudra forcément baisser le pantalon, par exemple.
Parce qu'il faudra forcément aller dealer, par exemple. Parce qu'il faudra forcément, bref, troquer ses valeurs pour réussir, pour y arriver, ou en tout cas pour avoir une petite chance de s'en sortir. Ce n'est pas vrai du tout. On a de super exemples dans le monde, de très belles réussites, de personnes qui n'ont pas eu besoin de... qui n'ont pas emprunté des chemins dévalorisants. D'accord? Donc, très important de le dire. Ne transfère pas, en tout cas à cette personne-là, qui pense que toute réussite dans ce monde est suspecte, ce que je trouve vraiment tellement bas de penser comme ça. Mais ça, c'est ma pensée, c'est pas important ce que je pense. Mais en tout cas, c'est très limité parce que ça renvoie vraiment un message très dangereux auprès de la jeunesse mondiale. Ne transfère pas tes peurs. Ne transfère pas tes limites, ta lâcheté, parce que ne pas avoir le courage de se battre, ne pas avoir le courage de vraiment transpirer, de s'en sortir et de rester en fait droit dans ses baskets, c'est quand même faire preuve de lâcheté, moi je trouve. Après, encore une fois, c'est ce que moi je pense. Ne transfère pas ta jalousie ou ta haine sur les autres. Ne fais pas ça. Ta limite n'est pas ma limite. Ton chemin n'est pas le mien. Peut-être que sur mon chemin, je vais avoir des propositions indécentes, mais j'ai le choix. J'ai toujours le choix de dire oui ou non. J'ai toujours le choix d'évaluer la situation et de me dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça en vaut la peine? Pour moi, si je dois faire face à une situation où je suis obligée de troquer mes valeurs, ma dignité, mon éducation et tout l'héritage de mes parents pour des miettes, pour de l'argent, c'est trop cher payé pour moi. Et ça n'engage que moi. Je ne le ferai pas parce que ce n'est pas moi. Parce que je sais que je le regretterai. Et je sais aussi que ce sont des choses qui n'ont pas d'importance. Pour moi, la richesse aujourd'hui se situe au niveau des valeurs, de qui on est dans la société, de nos principes de vie. C'est ça une personne riche. OK? Education is the new wealth. Je viens d'inventer ça. Bref, donc voilà, moi je voulais un peu quand même insister là-dessus parce que je trouve qu'on attaque un peu trop les influenceurs et influenceuses à gauche, à droite et je trouve ça vraiment... C'est un débat qui est très bas en fait parce qu'il y a un manque d'esprit critique et surtout de recul hein, et d'analyse profonde de c'est quoi le rôle d'un influenceur et pourquoi aujourd'hui, effectivement, il y a certains qui sont il y a des comportements, enfin, il y a des personnes douteuses, hein, aux revenus et surtout au style de vie assez douteux, d'accord? Mais déjà de un, ça ne nous appartient pas de juger leur style de vie. Et deuxième chose, ben, la moitié de ce qui est dit là sur ces influenceurs-là, en tout cas tous les commentaires négatifs qu'on peut avoir sur ces personnes, ben, ça ne décrit pas en fait la majorité des influenceurs, ça ne décrit pas la réalité de tout le monde. Donc, c'est quelques commentaires sur 1, 2, 3 ou peut-être même, je ne sais pas, 1 million de personnes. Mais vous oubliez qu'il y a 10 millions de personnes qui sont totalement dans autre chose. Qui proposent des choses superbes. Qui proposent en fait un accompagnement sérieux auprès des personnes qui les suivent sur leur page. Donc, ne jamais faire d'amalgame. Et ne jamais, comment dire... Ne jamais vraiment vivre dans une forme de fatalité. Parce que accepter son incapacité, c'est une forme de fatalité. C'est de dire en fait que je ne vais jamais faire les choses de moi-même. Je n'ai pas la capacité de. Alors je suis obligée de voler pour m'en sortir. C'est une limitation personnelle et c'est un manque de confiance en soi, mais profond. C'est un manque de confiance en soi. Dire, je suis obligée de faire telle bassesse parce que je n'ai pas la chance d'avoir des parents qui ont les moyens de me mettre dans de grandes universités, de me mettre, je sais pas, de me trouver de bons postes dans de très grandes entreprises. C'est une limitation. Ce n'est pas parce que certains ont eu la chance de naître dans des familles richissimes, donc c'est vrai que du coup elles partent un peu gagnantes, ok, enfin, ils partent gagnants, certains. C'est pas de leur faute en fait, donc c'est tant mieux pour eux, mais c'est pas parce que tu nais dans une famille richissime que tu vas forcément bien réussir ta vie. Tu peux finir junkie aussi.
Tu peux finir drogué, tu peux finir complètement déjanté, complètement psychopathe. Hein, bref, je ne souhaite pas ça, mais en tout cas, ça ne veut rien dire. Ce qui importe, ce sont les choix de vie que vous faites. Ce qui importe, ce sont les valeurs que vous avez. Tous les jours, on insiste sur les valeurs parce que les valeurs guident le comportement d'un individu. Si vous avez des valeurs d'honnêteté, si vous avez des valeurs de travail dur, savoir travailler dur pour obtenir ce qu'on désire, vous n'allez jamais emprunter le chemin de la facilité. Vous n'allez pas le faire. Personne ne va venir vous détourner en fait de votre droit chemin. Personne ne le fera. Vous allez rire aux yeux de ces personnes-là qui viendront vous faire des propositions indécentes. Vous leur direz « Thank you, but no thanks ». C'est tout. Donc, c'est vrai qu'il y en a effectivement qui empruntent ces voies parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles s'estiment incapables d'eux. Et puis, il y a d'autres qui savent qui ils sont. Et puis, il y a d'autres qui, bien qu'ils n'aient pas les moyens nécessaires sur le moment, mais ils savent, ils ont cet esprit-là où ils se disent « Je sais que je vais m'en sortir, je vais y arriver, je vais trouver des alternatives, je vais me battre, etc. » Ils ont cette combativité naturelle et ils savent aussi, avec l'appui de leurs valeurs, qu'ils doivent, qu'ils ne doivent pas flirter avec des chemins dangereux. Non, ils ne le feront pas. Ils se battront. Donc ça, c'est quand tu as déjà en toi cet esprit de combativité, comme je l'ai dit, la détermination, la persévérance, et quand tu crois profondément en toi et en tes capacités. Donc, qu'on arrête de croire que tout le monde, toute personne qui réussit super bien est suspecte. C'est d'une débilité qui n'a pas de nom. Qu'on arrête de généraliser les choix tordus des gens et de dire que tout le monde fait la même chose, ce n'est pas vrai. Faites preuve d'esprit critique et surtout, ne vous limitez pas. J'ai fait un live il y a 1 mois et demi, je pense, où je disais en fait qu'il ne faut pas se limiter en pensée, en parole et en action. Je sais que ça a l'air très biblique comme ça, mais c'est vraiment plus ou moins cette idée-là que j'essayais vraiment de partager avec vous, de se dire, la limitation, elle commence par la pensée, par ce qu'on a dans la tête, la perception qu'on a, la vision qu'on a. Si on a une vision limitée de soi, eh bien, on agira dans ce sens. Ça veut dire qu'on va tout de suite chercher la facilité. La facilité nous évite de prendre le chemin de l'effort. La facilité nous évite de se battre, en fait. Donc, oui, on acceptera facilement des propositions indécentes, des propositions alléchantes, d'accord? Et on ira, et on pourra se retrouver très facilement dans des situations où on est dégradé, quoi. Voilà. Voilà. C'est le thème que je voulais aborder avec vous ce soir sur l'importance toujours de croire en soi, d'arrêter de penser que la réussite des uns et des autres est suspecte, que certains, pour réussir, doivent absolument et nécessairement passer par des voies obscures. Ce n'est pas vrai. D'autant plus que allez, je vais revenir un peu à l'Afrique. Moi, je retrouve toujours cette mentalité-là chez nous. Et j'ai envie de dire, c'est pas de notre faute. Hein, c'est aussi une forme de pensée qui a traversé les générations et qui est persistante. C'est une gangrène qui ne veut pas s'éclater. Et c'est triste en fait. C'est triste parce que c'est dire à cette jeunesse, encore une fois, c'est la jeunesse qui m'intéresse, c'est dire à cette jeunesse qu'elle est incapable, alors que ce n'est pas vrai du tout. On a une superbe jeunesse africaine qui est en éveil, qui est en ébullition en termes de talent, en termes d'assurance aussi. Cette jeunesse a confiance en elle. Cette jeunesse a enfin découvert ses capacités, ses compétences. Cette jeunesse sait qu'elle peut y arriver. Et cette jeunesse aussi est consciente du rôle fort, du rôle phare aussi, hein, qu'elle occupe au sein de la nation, au sein d'un pays. Cette jeunesse, elle est porteuse d'un héritage qu'elle se chargera de perpétuer en fait. Voilà. Voilà les amis, voilà ce que je voulais dire avec vous, que je voulais partager avec vous ce soir. S'il y a des personnes qui veulent participer ou qui ont éventuellement... L'échec de l'autre n'est pas le tien. Tout à fait. Bravo, Yvan. Oh, j'espère que tu vas bien, Yvan Powell. Ça fait longtemps. Alors, ce n'est pas qu'on arrive où l'on pense ainsi. Je suis vraiment... Attends, ce n'est qu'en... Quoi? Ah oui, ce n'est qu'en Afrique que l'on pense ainsi. Voilà, j'avais même pas lu ton commentaire, je l'ai sorti. Je suis désolée. C'est pas parce que... En fait, comment dire? Nous sommes africains et donc nous devons aussi prendre conscience des réalités et de la stigmatisation qu'on a développée là, hein, au sein de notre communauté.
Nous nous sommes dévalorisés à un point qui n'a pas de sens pour moi. Et je peux comprendre que c'est une dévalorisation qui a une origine historique, c'est vrai. Mais on ne peut pas toujours rester coincé sur « on nous a fait ceci », la colonisation nous a fait ça, etc., etc. C'est vrai. Mais on a des exemples de peuples qui ont également subi les mêmes sévices que nous et qui ont fini par... qui ont été résilients. Voilà, qui ont été résilients, qui ont pris conscience de leurs valeurs, qui ont réalisé qu'on leur a menti. On leur a fait croire qu'ils n'étaient rien, on leur a fait croire qu'ils ne valaient rien, mais c'était un mensonge. Donc le jour où ils ont pris conscience de leur force, le jour où ils ont pris conscience de leurs valeurs, de qui ils étaient, et qu'ils se sont reconnectés également à leur véritable identité, leur histoire, c'est dès ce jour-là qu'ils ont commencé à mettre des choses en place pour sortir de cette espèce d'esclavage mental, pour sortir de cette prison où ils étaient considérés comme des personnes incapables d'eux. Moi, j'ai tellement foi en l'Afrique, j'ai tellement, comment dire, je suis tellement fière d'être africaine, je l'ai toujours été. Parce que moi, j'ai eu la chance en grandissant, j'ai été bercée dans ce cocon-là hein, par ma famille. Donc, ma mère a fait un très bon travail d'éveil, etc. et de confiance en soi. Et je ne la remercierai jamais assez pour ça. Et du coup, je ne me suis jamais vraiment sentie diminuée vis-à-vis des autres. Parce que je connaissais mes capacités. Je savais que, bon, voilà, pour faire telle chose, etc., ben, il fallait que je travaille. Et puis après, on avait aussi cette idée-là de oui, tu es noire, tu es africaine, tu dois travailler plus, tu vas te battre plus. Ça rentre là-dedans, ça commence à travailler. Moi, je suis née en Belgique, mais j'ai grandi au Gabon, ok. Après le bac, je suis venue en Belgique. Et là, quand j'étais à l'université, et ça, je le raconte même dans quelque chose que je vais bientôt vous poster, j'expliquais aux gens, enfin, je n'ai jamais eu le sentiment de... Je faisais la transition Afrique, Europe, boum, Belgique, et puis après j'arrive, et puis je suis en contact avec des autres cultures, et je me sens inférieure, et je me sens... Jamais je n'ai eu ça, je n'ai pas eu ça, hein, je n'ai pas eu ça. Je suis allée à l'université comme tous les autres, j'étais à la fac, je bossais comme tous les autres, et je faisais partie des premiers, d'accord? Et j'étais très fière de mes résultats, et pour moi, c'était tout à fait normal. Au contraire, c'était les profs qui des fois me convoquaient dans leur bureau pour me poser des questions un peu stupides que je trouvais. Mais comment ça se fait que vous avez eu 14 en philosophie du droit? Eh ben dis donc, comment ça se fait? Vous revenez de l'Afrique quand même. Je disais, bah, écoutez, oui c'est vrai, hein, mais bon, c'était un coup de chance. Parce que j'ai pas le temps de débattre, je n'ai pas le temps de venir vous expliquer que je suis aussi intelligente que vous. Que je dois travailler, que j'ai travaillé, j'ai étudié et que j'ai bossé tout simplement pour arriver à ce résultat-là. J'ai pas le temps de faire ça parce que c'est rabaissant en fait. Donc, je leur dis ce qu'ils veulent entendre parce que j'ai pas l'énergie à mettre dans le fait de me justifier auprès d'un humain et lui faire comprendre que je le vaux bien. Que je peux être aussi brillante que lui en fait. Voilà. Moi, personnellement, je ne fais pas ça. Donc, quand je vois les gens qui sont là à longueur de journée à faire des débats sur le fait que l'Africain est capable, l'Africain ceci, etc. C'est bien parce qu'il faut aussi éveiller les consciences de ceux qui sont toujours endormis. Mais venir se justifier auprès d'un humain comme moi sur mes capacités, sur mon intelligence, sur l'apport que moi j'amène, ce que je représente, pour moi, ça ne fait pas sens. Donc, je ne le fais pas. Par contre, comme on dit, ce sont tes résultats qui parlent à ta place, qui font du bruit. Voilà. Donc, c'est comme ça que je me faisais un peu remarquer au sein de mon université, etc. Et où on me proposait même d'aller représenter la fac dans des... parce qu'à l'époque, je faisais droit et donc il fallait faire des plaidoiries au Parlement européen, des choses comme ça. C'était chouette, hein. Mais enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'en Afrique, on a une mentalité qui est très, très... elle est destructrice, en fait. Destructrice de la jeunesse. Destructrice de toute initiative d'évolution. C'est ça le problème qu'on a. Mais nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout doucement commencé à casser avec ça. Et on doit continuer ça. Ce sont des œuvres qu'on doit mettre en place à travers toutes les initiatives qu'on apporte. Le fait même que certains soient des entrepreneurs, rien que cette espèce de phénomène d'entrepreneuriat là, c'est très bien, c'est une très belle chose. Moi, quand je suis arrivée au Gabon, j'étais au Gabon, la dernière fois j'étais au Gabon, c'est quand? J'étais au Gabon en 2020.
C'était en 2020, oui. En 2020, parce que du coup, j'ai été bloquée par le Covid là-bas. J'étais tellement heureuse et à la fois impressionnée de voir en fait des activités qui se faisaient sur place. J'avais l'impression d'être à Bruxelles. J'avais l'impression d'être à Paris. J'avais l'impression d'être à New York. Il n'y avait pas de différence finalement. Si ce n'est, oui, vous me direz l'infrastructure, mais on s'en fiche avec les moyens qu'on a, avec ce qu'on a. On peut construire de grandes choses. Avec le peu. Et c'est même là qu'on voit l'intelligence d'un individu. C'est-à-dire que tu n'as pas accès à toute cette infrastructure, mais tu es capable de produire des résultats aussi grands, aussi importants que ceux-là qui ont l'infrastructure. Donc, quand je parle de confiance en soi, depuis que j'ai commencé de la Diva Motives, ma base essentielle porte sur la confiance en soi. C'est parce que j'ai compris que nous, les Africains, nous avons un problème de confiance en soi. Et c'est normal, je vous l'ai dit, c'est historique. On a tué en nous toute capacité toute idée d'évolution. On l'a tué en nous. Vous dites à un enfant qu'il est nul, il va grandir en se sachant nul, en étant persuadé qu'il est nul. Après, il faut faire le travail maintenant inverse, de le convaincre qu'il est intelligent, de le convaincre qu'il peut s'en sortir, etc. Moi, comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a toujours soutenue, même dans les bêtises, elle me soutenait. Quand je disais à ma mère, maman, demain, en tout cas, quand j'ai fini mes études, je vais être pilote. Demain, elle arrive avec un avion, elle m'a acheté un avion. Irina, tiens, je vais t'acheter l'avion. Comme ça, quand tu seras pilote, tu te rappelleras que je t'ai acheté ton premier avion. Maman, en tout cas, moi je vais être basketteuse, machin. Elle arrive et me donne le ballon de basket. Je t'ai acheté le ballon de basket, ma fille. Va au terrain, va jouer. Non, finalement, je vais faire du volleyball. Allez, ok, elle m'inscrit au volleyball. Non, mais c'était incroyable. Vous voyez? Donc, moi, quand je quittais la maison, avec tout ce que ma maman me disait et toutes les pensées positives qu'elle m'injectait et toute l'assurance qu'elle me transmettait, pour moi, quand je quittais la maison là, tout ce que le monde entier pouvait me dire, toute personne qui me disait que je ne pouvais pas, ça me passait au-dessus de la tête. Parce que leur avis ne comptait pas. La plus importante, celle qui m'impactait, c'est ce qui sortait. C'était ma mère et ce qui sortait de sa bouche. À partir du moment où ma mère a sécurisé en fait ma pensée et m'a fait comprendre que je peux, mais qui es-tu, individu qui ne fait rien dans ma vie, pour me dire que je ne peux pas? Donc c'est vrai que j'avais cette aide, j'avais cette assurance, j'avais ce soutien moral important de la part de ma mère. Mais beaucoup ne l'ont pas eu, c'est vrai. Mais ceux qui ne l'ont pas eu ont dû construire ça en cours de route. Parce qu'il y a l'éducation de la maison. Il y a l'éducation de la rue, l'éducation de l'école, puis l'éducation de la rue, mais je dirais plutôt l'éducation de la vie. La vie t'enseigne. Tu commences toi-même, tu es là dans la rue, maintenant seul. Voilà, il n'y a plus les parents, il n'y a plus rien. C'est toi et le monde. Et tu dois te réajuster. Si tu restes dans une posture où tu te sens... Moi, je me rappelle quand j'étais... En 2016, j'étais allée vivre au States pendant un moment. J'avais eu un contrat là-bas, donc je bossais là-bas. Et vous savez, on a tous eu le complexe des States. C'est-à-dire que les Ricains ont une manière là de te vendre le rêve de chez eux. Que tu as juré que toi aussi tu es ricaine, que toi aussi tu vas aller là-bas. Donc c'est comme ça que je me suis levée, je suis allée là-bas. Ok. Et il y a quelque chose qui est intéressant hein, dans mon parcours au States, c'est que moi quand j'arrive au States, j'ai déjà confiance en moi. Mais il y a quelque chose que les States vous font. Les States, whatever, vous booste votre assurance. Quiconque n'a pas confiance en lui, il faut aller au States. Va au States, on te montre que tu es capable. On te montre en fait, il y a des gens autour de toi, tu te dis mais c'est pas possible. C'est vraiment le pays des possibles. C'est vraiment le pays où n'importe qui est là, qui galère, clochard dans la rue, là, comme ça, peut avoir une chance inouïe et puis du jour au lendemain, devient richissime, devient visible partout. Donc, c'est-à-dire qu'un pays qui moralement te sécurise. Alors, après, il y a aussi un versant négatif, mais je ne vais pas insister là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que on te fait comprendre que tu es capable. Même dans le discours des gens. Everything is possible here. Exactement, Rudy. C'est ça. Donc, à quel moment tu vas commencer à te dire, ouais, mais moi, je ne peux pas. Tu regardes à gauche. Tu vois quelqu'un qui a même moins de moyens que toi. Et qui te dit, hey, I can. I'm the best here, bitch. You know, I'm the best. Tu regardes à gauche, bracata. Mais lui vient te dire, ah non, moi, je suis un big. Hein. Tu me prends pour qui là? Moi, je suis.
Mais tu es obligé de suivre cette mouvance et ça te booste ton assurance. Je regardais, je disais, mais en fait, ça c'est mon pays, c'est le bon pays. Je comprenais pourquoi j'aimais beaucoup les States. Après, il y a aussi un versant un peu moins reluisant, je vais dire. Bref, donc c'est pour dire que l'environnement, c'est très important. Le cadre dans lequel on est, on évolue, etc. C'est pour ça qu'avec le temps, j'ai aussi dû couper avec toutes les personnes qui m'empêchaient en fait d'exprimer on va dire quoi, mon assurance en fait. Je me rendais compte qu'autour de moi, parce qu'on a tellement grandi dans un coin où on te dit que tu ne peux pas, que si toi tu viens et tu commences à avoir un discours de moi je peux, on te prend pour une personne arrogante et on veut te faire du mal, on veut te mettre à terre, on veut en fait diminuer, on veut te faire partir, t'enlever ton assurance. Et moi je refusais ça. Du coup, je coupais, parce que je suis quelqu'un de radical, hein. Je suis très radical. Voilà, toxic people, exactement. Exactement, Rudy. Mais c'est avec le temps, au début on ne sait pas ça. Mais avec le temps, tu dis, mais cette personne elle est toxique. Eh, pardon, pars. Bouge. Même si on a grandi ensemble, on a évolué ensemble, je suis obligée de me couper de ces personnes parce que ce sont des gens qui veulent me mettre à terre, qui ne veulent pas me voir évoluer. Et ça là, cette mentalité, on la retrouve énormément chez nous. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se mettre ensemble pour créer des initiatives communes parce qu'il y en aura toujours un quelque part qui ne voudra pas te voir briller. Et pourtant, le truc là que vous faites là ensemble, c'est pour tout le monde, c'est pour le bien de tous. Mais il y aura toujours quelqu'un, les small-minded people, exactly. Il y aura toujours une personne comme ça, limitée, esprit limité, qui dira, mais attends, franchement, si on fait ça et tout, c'est elle qu'on va voir, moi on va pas me voir. Des choses tellement stupides qui n'ont aucun sens. Donc tout ça, je vais revenir le mot-clé là, la confiance en soi. Moi, je pense qu'on devrait décoloniser les esprits des Africains par la confiance en soi. Décoloniser par la confiance en soi. C'est de ça dont on a besoin. En Afrique. En tout cas, moi, c'est l'Afrique qui m'intéresse. Étant africaine, chacun ses problèmes. Les autres peuples là-bas, ils ont aussi leurs problèmes. On va pas aller régler les problèmes des autres. Chez moi, c'est déjà le carnage. On va déjà essayer de calmer, hein, de ramener les choses à la normale. Alors, au fait, c'est parce qu'ils voient ton ambition et au fond d'eux, ils aimeraient être... Exactement. Moi, je l'ai compris après. Je l'ai compris, tu vois. Et c'est pour ça que, par contre, il y a quelque chose que ça a fait, c'est que ça m'a permis de ne pas leur en vouloir, de ne pas les détester, de ne pas... de ne pas avoir de la haine envers ces personnes. Je me disais simplement, ce sont des personnes qui sont en souffrance émotionnelle. Tu vois? Parce que ce sont des gens qui veulent aussi ça. Ils aspirent aussi à ça, tu vois, mais ils se disent, mais comment cette personne, elle fait pour avoir autant d'assurance? Moi aussi, je veux avoir ça, et puis quoi? Et puis quoi? Alors, une personne intelligente, elle se rapproche de cette personne qui dégage quelque chose qu'elle aimerait avoir. Elle s'associe à ce genre de personnes pour pouvoir vraiment être injectée par je vais pas dire le venin, parce que c'est mauvais ça, mais en tout cas, être injecté par cette aura, voilà, cette aura d'assurance, cette aura d'ambition, d'estime de soi. Tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es, tu sais que tu es capable. Et si à côté de toi, tu as une personne qui a un niveau, qui est au top de sa vie, et toi tu te bats, mais tu te dis, ça te rassure de savoir que, mon Dieu, mais Rudy a réussi. Mais donc moi aussi je peux réussir. Rudy et moi on était ici au quartier ensemble. Mais ça veut dire que moi aussi je peux réussir. Et c'est tellement gratifiant. Et c'est ça le problème que nous, on a. C'est savoir apprécier la réussite des autres. C'est difficile. Le thème de ce live, c'était ça. Croire que toute réussite est suspecte est un esprit limité. C'est la conséquence d'un manque de confiance en soi. Et c'est un problème qu'on retrouve effectivement en Afrique où on a du mal. On a énormément du mal à accepter la réussite des autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance en nous. En tout cas, moi, je ne me sens pas concernée par ça. J'ai confiance en moi. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne qui ressent cette espèce de mal-être-là, quand une personne est ambitieuse, quand une personne réussit très bien, etc., ça veut dire qu'au fond, en fait, quand tu pointes du doigt à quelqu'un comme ça, il y a l'autre doigt qui te regarde. Les trois doigts qui te regardent te disent, ah, mais toi, mais à quel niveau pour toi? L'autre a réussi, et puis toi, et puis toi. Mais quand ces doigts-là te disent ça, il faut leur dire, chacun son moment. À chacun son moment. Les femmes n'ont pas ce problème. Quand je vais parler là, les bilobs vont se fâcher. Les femmes n'ont pas ce problème parce qu'on nous élève comme ça. Quand les gens se... Allez, comment dire?
Moi, il y a quelque chose que je vais vous expliquer. Hein, et je pense que tous les femmes peuvent attester ça. Dans mon éducation, hein, on m'a élevée avec des valeurs traditionnelles. Et dans ces valeurs-là, il y avait la confiance en soi. Chez les femmes, il y a ça. Quand on nous dit... Moi, quand je quittais la maison, parce que j'avais mes grands-parents, j'ai grandi avec mes grands-parents dans la maison avec ma maman et tout. Quand je vais à l'école, que je reviens, mon grand-père me dit, ma fille, ah Irina, wakave. Je dis, ma sikolo, pas ma sikolo. Tu vas à l'école? Tu sais que tu es femme. Donc, tu dois être parmi les 5 premiers. Wao. Waonga. Oh, mao. Donc, je pars, je sors de chez moi en disant, ok, le grand-père a dit hein, que quand je sors là, comme je suis femme, je dois être parmi les 5 premiers. C'est on appelle ça comment? Ce sont des stimuli. Ce sont des stimuli d'encouragement et de rechercher le meilleur. Quand les ricains ils disent, be the best, you have to be the best. C'est la même chose. Donc, pourquoi quand les ricains disent ça, ça pose pas de problème? Mais ton frère femme, qui a ce truc-là dans sa culture, ça te pose un problème. Il y a aussi cette histoire-là de diviser les divisions. Voilà. On est tellement pauvres à tous les niveaux qu'on cherche la moindre bête, le moindre petit élément qui va encore nous mettre à terre et nous mettre en situation de rivalité. On n'a pas besoin de ça. On est déjà pauvres. On ne peut plus être plus pauvre que ça, là. C'est pas possible de rajouter autant de problèmes. Donc vraiment, c'est effectivement, c'est... Oh, Ruby, la prochaine fois, je te prends dans le live, Rudy. Faut rentrer là. Le débat est fort. Tu dis des choses magnifiques. Tu dis vraiment des choses magnifiques. C'est vraiment ça, c'est le mindset. On nous apprend à être compétitif. On nous apprend à nous aimer, le goût de soi. On nous apprend ça. Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas exprès. On ne fait pas exprès. C'est comme ça. Parce qu'on nous dit, voilà, tu es porteur d'une culture. Tu es porteur d'une identité, d'une tradition. Et cette tradition, cette identité, cette culture doivent être transmises, d'accord, à la génération d'après. On te l'a transmis, à toi aussi de le faire. De la même manière que tu l'as reçu, tu la rendras aussi. Et ça va rester. Ça va rester. C'est une âme, en fait. On nous apprend à être fort. On nous apprend à avoir confiance en nous, à nous aimer. On nous apprend à être solidaires. On nous apprend à être solidaire parce qu'un homme seul ne peut pas réussir. Il faut aider tes frères. Si ton frère se bat dans la rue, tu vas discuter après. Va, c'est ton frère fond, va te battre. Le bangam. Tu vas, tu aides ton frère. Après, quand tu arrives à la maison, tu dis, mais toi là, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut plus jamais faire ça. Mais devant les gens, on se met ensemble. On montre qu'on est on est ensemble, on est unis en fait. Voilà. Ma soeur, quand tu veux, ce genre de débat-là, c'est seulement pour les esprits ouverts. C'est seulement pour les esprits ouverts. Parce que là, si tu commences à aller faire ça avec les gens, oui, vous êtes des tribalistes ou je sais pas quoi, c'est tellement n'importe quoi. Quand vous voyez, je sais pas quel peuple, les Français, quand les Français vont aux États-Unis, ils ont leur quartier. Les Chinois vont, ils ont leur quartier, ils restent tous ensemble. Mais quand, genre, je sais pas, si les Pounous font ça, par exemple, c'est un problème. Si les Fonds font ça, surtout les Fonds, du coup, c'est un problème. Ça doit pas être un problème. Ça ne doit pas être un problème. Parce que tout se fait dans l'union, dans l'unité. Et c'est ça le malheur de l'Afrique. Non seulement beaucoup d'Africains n'ont pas confiance en eux. À côté de ça, il y a un problème d'identité. Parce que on est très divisé aussi. Quand je parle de division, c'est une identité commune, on n'en a pas vraiment. Donc on se dit, ben, pourquoi je vais aller avec eux? Il faut qu'on se cherche, on se cherche en fait. Et à côté de ça, il y a ce problème de... Voilà, donc, non seulement pas de confiance, pas d'identité structurée, mais de solidarité, d'union. Il n'y a pas cette envie d'aller s'unir aux autres si on se sent différent de l'autre. Moi, je peux pas. Quand je vois un frère africain, on n'est pas différent. On n'est pas différent. On est des frères, en fait. On est ensemble. Donc, si on n'est pas nous ensemble, mais pourquoi les autres voudraient se mettre avec nous? Pourquoi les autres devraient nous considérer si on ne se considère pas nous-mêmes? Si on ne s'aime pas nous-mêmes, pourquoi les autres devraient nous aimer? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Alors, knowledge is a key, la Bible dit, effectivement, they don't want knowledge. Non, on va dire, tu es arrogante ou tu penses que tu es intelligente. Alors, moi, ça me passe au-dessus de la tête maintenant, tout ça. Aujourd'hui, je me dis, voilà, on doit continuer dans ce que nos parents, nos grands-parents ont tracé, en fait. C'est une culture qui est là. Et moi, vraiment, j'ai beaucoup appris de ma culture fan. J'ai tellement appris de ça que je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, j'avais cette assurance que j'avais. Et même ma maman, quand je la regardais, je dis, oh, mais la femme a le goût d'elle-même. Oh, je dis, mais mamie, toi, tu as ton goût. Hein. Elle dit, ben, écoute, ma fille, qu'est-ce que tu veux? On m'a appris à m'aimer. Hein. Ça vient de cette tradition. C'est quelque chose qu'on nous enseigne. On nous l'enseigne parce qu'on se dit,
Tu ne peux pas aller affronter le monde si tu ne sais pas qui tu es. Tu ne peux pas aller affronter le monde si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'acceptes pas tel que tu es, si tu n'acceptes pas les acquis qui sont les tiens. Tu ne peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que si tu vas affronter le monde en étant vide, tu vas te remplir des choses extérieures à toi, qui ne sont pas toi, qui ne font pas partie de ton âme, qui ne font pas partie de ton égrégore. Ça n'ira pas. Et tu seras perdu en fait. Tu seras perdu. Donc tu vas prendre les cultures des autres. Tu vas enlever la tienne. Bon, là-bas, la tienne ne l'est même pas parce qu'elle est vide. Et tu vas te remplir de choses qui vont te détourner de ton identité. Et après, on s'étonne que certains ce sont des comportements désespérés. Ben, c'est tout ça. Il n'y a pas de magie, en fait. Hein, ça vient de là, tout simplement. Donc, moi, j'ai fait ce travail. Ce qui était intéressant... Alors, attends, c'est intéressant ce que tu dis, Rudy. À ton avis, pourquoi les gens empoisonnent leurs amis? L'affaire là. L'affaire là. Pourquoi les gens empoisonnent leurs amis ou partenaires? C'est qu'en fait, vous êtes tellement étrange que... on n'a pas confiance en nous. On n'est pas solidaire. On ne s'aime pas. Et on se détruit. Comment voulez-vous construire cette Afrique? Moi, je parle toujours parce que je t'entends les gens qui disent oui, il faut qu'on construise les États-Unis d'Afrique, les États-Unis. Et moi, je dis toujours ceci. Nous devons avoir des États réunis d'Afrique. L'Afrique a toujours été unie. Elle a été désunie. Donc, il faut la réunir. Il faut une réunification des peuples en Afrique. Et donc, si je n'ai pas confiance en mon frère, si je n'ai pas confiance en mon frère congolais, rwandais, qui est encore malien, etc., je vais aller vers qui là? Je vais aller chez les autres, les non-africains. Déjà qu'on ne nous aime pas. Vous allez encore aller là où on... Bref. Donc, c'est un gros travail. Et ce travail-là, arriver à enlever tout ce mal-être qu'on a, à enlever la haine qu'on a les uns envers les autres, à enlever en fait ce manque de solidarité, ce manque d'amour, c'est tout un travail. Et je vous assure que ça passe par la confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, tu ne peux pas aller empoisonner ton frère qui réussit mieux que toi. Impossible. Tu ne vas pas... Non, c'est impossible. Parce que les personnes qui vont empoisonner, parce que c'est même pas comme si, genre, l'empoisonnement, là, ça va apporter quelque chose à cette personne qui a empoisonné. Hein. C'est-à-dire que toi, Rudy, toi et moi, on est là ensemble, on fait un projet ensemble, je vois que tu t'en sors bien, tu réussis bien. Ça commence à me saouler parce que j'entends Rudy par-ci, Rudy par-là, etc. Parce que forcément, ton aura, ta réussite, ça me dérange, etc. Et donc, allez, pouf, je glisse ce poison-là parce que j'en ai marre, je veux que ça s'arrête, parce que ta réussite me diminue, moi. Donc, au lieu de voir que ma copine a bien réussi, oh, Rudy en big, etc., etc. Moi, je me rappelle d'ailleurs, à l'époque, quand tu faisais quand tu étais championne, là, hein, tu vois, tu faisais c'était le sprint ou je ne sais plus quelle discipline tu faisais, mais en tout cas, tu étais très, très forte et tu tapais les gens hein, en Afrique. Et moi, j'entendais, je voyais que tu étais tellement fière. J'ai dit, hé, elle là, on était à l'école ensemble. Elle là, je la connais. Et si tu te rends compte de la fierté que ça me faisait, j'étais là, je me disais, wow, mais Rudy, oh mon Dieu, quand on était là, on jouait à l'école mixte. Donc, ah bon? Tu vois ce que je veux dire? Et je me disais, wow, je suis tellement heureuse. Tu as les étoiles aux yeux. Parce que non seulement tu connais la personne, mais en plus, tu es heureuse du travail, de la réussite de cette personne. Ça te dit, waouh! Ah ouais, ben je pourrais au moins la citer en modèle en disant, ah oui, non, non, non. Il y a Rudy Zomilama qui, elle a fait ça. Elle a porté fièrement les couleurs du Gabon en Afrique. Elle nous a fait honneur. Et à l'international, elle nous a fait honneur. Tu vois un peu? Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Et je parlais même de quoi, justement, pour dire tout ça. Donc, je ne vais pas, comment dire, t'empoisonner. Ce serait, moi, soulager, en fait, mon manque de confiance en moi. Parce que ton existence, tant que tu es en vie, tant que tu brilles, moi, ça me dérange. Je ne suis pas à l'aise. Quand je te vois, je me rappelle que je suis nulle. Quand je te vois, je me rappelle que je suis nulle. C'est ça le problème de l'Africain. C'est ça le problème. Alors que si j'ai confiance en moi, si je sais ce que je vaux, je te soutiendrai dans ton succès. Je te soutiendrai. Et même si moi, je n'ai pas le succès que tu as, je sais une chose, c'est que chacun a son moment de gloire. Chacun a son temps. Là, c'est le temps de Rudy. On va tout être derrière Rudy et on va la soutenir. Et c'est une fierté. Quand les autres nous regardent, ils se disent, wow, ce groupe-là,
Attention, eux, il ne faut pas les toucher. Hein. Ils sont très, très soudés. C'est magnifique de voir ça. Et ça nous protège. Ça nous protège. Mais c'est tout un travail. Alors, Rudy était vraiment fort, Dieu l'avoue, elle aimait tous les sports. Vraiment, c'était incroyable. Vraiment. C'était incroyable. Moi, je me rappelle, c'était il y a, je sais plus, il y a 1 an ou quoi. Je sais plus dans quel contexte. Et ton nom est ressorti dans une conversation en disant, ah, mais Rudy Zanmilama, elle avait vraiment cartonné à l'époque. J'ai dit, oh, c'est ma copine. C'est ma copine. Et mon gars, en fait, il m'a dit, depuis comment ça, tu la connais? J'ai dit, oh, mais oui. J'avais ton goût, oh, Rudy. J'avais le goût. Il a dit, ah bon, c'est ta copine? J'ai dit, oui, oui, oui. On était à Port-Gentil ensemble, c'est une Port-Gentillaise et tout. On était à l'école ensemble, c'est une fille chouette, etc. Ah ça, mais c'est bien et tout. Et lui, il m'a dit, mais vraiment, comment tu en parles? On dirait que c'est ta sœur. J'ai dit, ah oui, parce que j'ai le goût. Parce que j'étais fière de toi, en fait. J'étais fière de toi. Et cette fierté-là, il faut aller chercher ça chez les frères africains. C'est rare, hein? C'est très rare. Donc, c'est un gros travail, en fait. Voilà. Mais c'est intéressant. Moi, ce qui me rassure dans ce désordre, en fait, c'est de voir qu'il y a quand même des personnes qui sont éveillées, qui ont pris conscience. Il y a des personnes comme ça, justement, comme nous, comme Corinne, comme Rudy, comme plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Je discute souvent aussi beaucoup avec des gens qui ont plus ou moins la même manière de voir les choses. Notre mentalité, là, du coup, moi, j'appelle ça l'esprit d'élévation. Voilà, cet esprit d'élévation. Les fréquences hautes. Quand on est dans les fréquences hautes, on n'est plus au niveau de la jalousie, de la haine, de faire la compétition. On n'est plus à ce niveau-là. On est à un niveau supérieur. C'est-à-dire que on vise tous l'intérêt de tous, l'intérêt général. Je fais ça pour que ça bénéficie à tous. Donc, je veux qu'on se mette ensemble, mais en fait, ce projet n'est pas le mien, ce projet, il est le nôtre. Ce projet, c'est pour les générations présentes et futures. Voilà. Mais ça, c'est compliqué de l'intégrer. Mais c'est pas impossible. Voilà, il y a des belles personnes, il y a des belles mentalités, il y a plein d'initiatives qui se font. Moi, je regarde souvent les débats de certains influenceurs, du coup, qui sont très focus sur le sujet Afrique, etc. et qui ont vraiment de très belles mentalités. Bon, après, j'espère que c'est pas juste pour venir nous tchatcher, parce qu'il faut avoir les likes, il faut avoir les vues, hein. J'espère que c'est vraiment sincère. Regarde ça là aussi. On va se mettre ensemble, ça va être la guerre. Ça, c'est quelque chose aussi que voilà, parfois ça fait un peu peur, mais enfin bon, il faut quand même se lancer. Et donc voilà, et moi, d'ailleurs, je vais vous poster bientôt une vidéo qui n'a... On pourrait dire que ça n'a rien à voir avec la motivation, mais c'est de la motivation quand même quelque part. Parce que justement, moi, je me suis intéressée au parcours de certains Africains qui sont sortis du lot. Moi, j'aimais bien, et à un moment donné, enfin, pendant le blocus, qu'est-ce que je raconte? Pendant le Covid, le confinement, j'ai commencé en fait à faire des lives sur des personnages historiques, mais des Africains essentiellement, ça va? Pour montrer parce que j'étais juste impressionnée et surtout, oui, emportée par le... J'adore voir des Africains qui ont été combattants dans leur projet de vie, que ce soit sur le plan politique, que ce soit en tout ce qui concerne en fait les rêves, des projets, etc. J'adore voir ça, voilà. J'ai présenté par exemple Mohamed Ali, Malcolm X, des choses comme ça. Enfin, des gens comme ça. Et en fait, moi, je m'intéresse beaucoup au parcours de certains Africains qui se sont mis ensemble et qui ont essayé de combattre ensemble pour voir jusqu'où a été leur union, leur duo, leur partenariat. Voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir des exemples, dire « Ah, mais non, il y a eu tel et tel, hein. Ils se sont battus contre l'occupation des colons et puis ensemble, ils ont eu telle stratégie. » Et en fait, vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'intéresse de voir ça parce que du coup, bon, après, j'ai fait quelques recherches, j'en ai quand même trouvé. Et j'essaierai de vous les présenter sur des vidéos, des petites courtes vidéos pour ceux que ça intéresse. Parce que moi, l'Afrique, ça me passionne quand même, malgré tout. Hein. Je parle beaucoup de motivation et tout ça, etc. Mais en vérité, je suis quand même plus focus sur l'Afrique parce que, étant moi-même africaine, c'est quand même important et c'est logique que je m'intéresse d'abord à ma zone géographique. Et donc, j'ai découvert pas mal de profils de personnes qui avaient cette mentalité-là. Donc, pour ne pas vous citer des gens comme Thomas Sankara, etc. Mais Thomas Sankara seul, hein. Thomas Sankara comparé, par contre, on met de côté. Thomas Sankara, oui. Mais il y avait des duos de personnalités africaines qui se sont mises ensemble et qui ont combattu côte à côte sans qu'il n'y ait de trahison. Donc, ça existe. Donc, tout n'est pas perdu finalement.
Voilà, alors. Oh, Sankara, c'est off. Je vous dis que... En tout cas, je peux ne rien dire. Ça va souvent sortir. Mais Sankara, c'est vraiment mon héros. Sankara, je l'ai connu, j'avais 17 ans. Je faisais des recherches et tout. Je vous expliquais comment j'ai commencé à me passionner pour l'Afrique. Vous savez qui m'a aidé à me passionner pour l'Afrique? C'est monsieur Wolekou, mon professeur de français, qui m'avait puni. Il m'avait puni parce que j'étais trop impoli quand j'étais trop sauvage. Quand vous me connaissez, vous savez qui j'ai grandi. J'étais trop sauvage. Donc, quand j'étais petite, j'étais vraiment une écervelée. J'étais, oh là là, quelle immature, mais pas possible. Et en fait, pour me punir, une fois, il m'avait... D'ailleurs, j'ai fait un live là-dessus. Il m'avait demandé de présenter un livre. Donc, c'était Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Et ce livre n'existait pas au Gabon. Donc, ma mère l'a commandé, etc. C'était venu de France et tout. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à découvrir la véritable histoire de l'Afrique. Je ne la connaissais pas, moi. C'est vrai, il y avait les livres d'histoire où on nous racontait un peu de tout et n'importe quoi. Mais je me suis prise de passion pour les personnages qui se sont battus pour l'Afrique. C'est assez là, vers 17 ans. Je crois que c'était en première, j'étais en quelle classe? Je crois que ouais, ça doit être 17-16 ans, quelque chose comme ça. Et c'est là que j'ai découvert ça. Quand j'ai lu Discours, d'ailleurs, je pense que j'ai encore ce livre. Le livre ne me quitte jamais. Discours sur le colonialisme, c'est quelque part dans ma bibliothèque. Je pense que si je cherche, je peux trouver ça. Discours sur le colonialisme, en tout cas, bref, c'est dans ma bibliothèque. Et en fait, il m'avait forcé à présenter le livre. Il m'a dit, oui, c'est ta punition. Monsieur Ouelekou, lui, bon, en fait, ses punitions, c'était des punitions intellectuelles, intelligentes, très bien, en fait. C'est-à-dire que tu viens, tu fais un poème, ou au lieu de faire, d'aller écrire, je ne ferai plus le désordre en classe, nanana, des bêtises pareilles. Non, c'était des punitions instructives, en fait. Très, très, très intelligentes. Et il m'avait dit de présenter ça, d'expliquer le message profond, l'intrigue, et voilà, de présenter le livre Discours sur le colonialisme. Je vous assure que c'est là que je suis tombée amoureuse de l'histoire de l'Afrique. En fait, je suis restée là assise, je commençais à dire, attends, donc on nous a fait ça. Donc on est, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai commencé à chercher. Je voulais chercher d'autres auteurs comme Aimé Césaire. Donc j'ai découvert parce que quand vous faites Aimé Césaire, vous découvrez toute la bande de Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran, toute la bande de la négritude, là, voilà. Donc, je commençais avec eux, puis j'ai continué, j'ai creusé, et puis c'était les Kwame Nkrumah. C'était juste incroyable. Quand je suis tombée sur Sankara, parce que c'est de lui dont on parlait, j'ai fondu en larmes, hein. Je dit, mais non, mais lui, moi, je suis de sa famille. Je dit, lui, là, c'est mon oncle. Encore moi qui aime me créer des membres de famille, des membres fictifs comme ça. Donc, j'ai vraiment été bouleversée par le parcours de Sankara et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vision. Ça a renforcé mon assurance. Ça a renforcé le fait que je pensais fondamentalement que les Africains étaient des personnes intelligentes, brillantes et qu'il fallait en fait rétablir les choses. J'ai commencé à être un peu révolutionnaire, révoltée là. Mais j'étais jeune. J'étais pas encore tout à fait... on va dire... J'avais pas encore le réflexe et puis l'intelligence, je dirais... de comprendre, de bien saisir en fait le message et surtout de pouvoir l'exprimer. Je l'ai surtout vu quand j'étais à la fac. Moi, c'était le désordre. Hein. Moi, quand j'étais à l'université, c'était pas possible. Hein. J'étais convoquée au moins une fois par mois. C'était grave. Parce que moi, je n'acceptais pas les conneries que les professeurs là venaient nous dire. J'acceptais pas ça. Quand ils venaient nous dire, je me rappelle une fois c'était en 3e année, je sais, en Sciences Po, il nous a sorti en plein auditoire que, voilà, il parlait un peu de l'histoire de la démocratie, voilà. Et puis, pourtant, ce prof et moi, on s'entendait vraiment très bien. C'était vraiment, voilà, moi, de toute façon, je suis pas... Allez, après mon passage un peu écervelée quand j'étais petite, quand je suis devenue beaucoup plus mature, adulte, etc. Donc, voilà, je suis devenue une femme assez rangée et moins dans l'émotion. Donc, j'avais un très bon rapport avec ce prof. Et puis voilà, donc son cours, c'était sur la démocratie. Et puis, il parlait un peu de l'origine de la démocratie, l'évolution, et comment la démocratie a été exportée ci et là, etc., etc. Puis après, il vient, il nous sort, bon oui, avec la Grèce antique, etc., etc., c'est très bien. Puis après, oui, la démocratie a été exportée. On a amené la démocratie en Afrique. Et moi, j'étais là, je dis, mais c'est pas vrai, monsieur. Ce n'est pas vrai du tout. Et... il faut avoir le courage de faire les choses comme ça. Vous êtes dans un auditoire, on est peut-être à 200 dans l'auditoire. Mais moi, Irina, j'avais confiance en moi. J'avais, comment dire, j'étais sûre des connaissances que j'avais parce que j'avais quand même été bien formée. Parce qu'il y a une chose aussi, hein, en Afrique, l'école, c'est le top. Attention, on a un très bon niveau.
Faut pas se négliger. Donc, j'avais beaucoup lu, je m'étais cultivée, c'était en plus la période où je vous assure, j'avais déjà été mise dans le bain de cette espèce de révolte et de révolution en fait. Quand je parle de révolution, c'est au sens de connexion et de découverte de ma véritable histoire, de notre histoire en fait d'Africains et puis de toutes les personnalités noires qui se sont battues pour ramener l'éveil des consciences en fait. Et je disais, mais c'est pas vrai. Donc, la démocratie, je la connaissais. La démocratie en Afrique, personne ne nous l'a amenée. Personne n'a créé quoi que ce soit et nous l'a amené en Afrique. C'est nous, les fondateurs. C'est nous qui montrons aux autres. C'est nous, là. Nous sommes la voix. Et quand je dis ça au prof, il est choqué. Il dit, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous racontez là, etc., etc. Je lui dis, mais monsieur, mais comment pouvez-vous dire que la déclaration des droits de l'homme, vous l'avez amenée en Afrique, mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. L'auditoire était souri. C'était calme. Par contre, ils écoutaient, hein, tout le monde. C'était assez intéressant, en fait, l'échange. Et je lui disais, mais monsieur, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai des preuves, je peux vous assurer que votre déclaration des droits de l'homme, c'est un copier-coller de la charte du Manding de l'Empire Mali. C'est pas vrai du tout. C'est vous qui avez pris. C'est-à-dire que la déclaration des droits de l'homme a lu la charte du Manding et a fait un copier-coller. Et cette charte du Manding date de 1200. Votre déclaration des droits de l'homme date de 1789. Donc, qui est avant qui? C'est l'Afrique. Donc, il y avait tout cette espèce... Et je vous assure que ce prof, il était tellement choqué que... Ouais, il a décidé de laisser cette parenthèse. Il a dit, voilà, allez faire des recherches, etc. Parce que moi, je lui ai dit, mais vous pouvez taper sur Internet tout de suite, on va regarder, on va analyser. Donc, la prochaine séance de cours qu'on a eue avec lui, c'était autour de la charte du Manding. Parce que tous les autres étudiants étaient choqués. Ils ne connaissaient pas. Donc, la connaissance, c'est un pouvoir. Et c'est avec des exemples comme ça que je me disais, il faut que je me cultive. Il faut que je connaisse mon histoire, que je ne laisse plus les gens venir raconter du n'importe quoi. Et le prof avait dit, il avait vraiment enlevé cette partie du cours. Hein. Il avait dit, c'est un scandale. Comment est-ce qu'on ne peut pas être au courant? Comment on n'est pas au courant de ça, etc. Ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'on a pu cacher ça? Je dis non, vous ne l'avez pas caché. C'est à dessein, vous l'avez enlevé parce que ce n'est pas intéressant pour vous. Enfin, quand je dis vous, genre pour l'Occident, de se dire que ben, l'Afrique, elle est première en fait. C'est l'Afrique qui a apporté. Et vous êtes venu, vous vous êtes servi et vous avez falsifié l'histoire. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est tout. Il faut dire les choses comme elles sont. Et voilà. Donc la connaissance, quand vous connaissez votre histoire, personne ne viendra vous bousculer, personne ne viendra vous mettre dans une situation où vous vous sentez inférieur, etc. Personne ne va vous inférioriser en fait. Vous savez qui vous êtes. C'est très important. Et ça, c'est tout un travail avec les Africains. Il y a d'autres Africains qui vous diront que non, on est bien comme on est, ou certains qui vous diront clairement on est bête, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le non-africain qui connaît mieux que nous. Ça, vous ne pouvez pas changer ça. Ce sont des gens, il faut les laisser là-bas. Il faut évoluer avec ceux-là qui se sont réconciliés avec leur histoire et qui décident aujourd'hui de la reconstruire pour avoir ce que moi j'ai appelé les États réunis d'Afrique. Parce que on n'est pas État uni d'Afrique. On a toujours été unis. On nous a juste désunis. On nous a divisés. Maintenant, il faut réunifier les choses. C'est tout. Voilà, il est 23h. Moi qui dis que je ne vais pas faire les lives d'une heure, vous m'emmenez toujours dans les 1 heure. Mais le sujet était très intéressant. Mais je vous posterai quand je ferai le montage de cette vidéo-là, parce que je vais déjà commencer à faire les recherches là-dessus, sur les duos en Afrique de certains, on va dire, leaders du monde noir qui se sont mis ensemble et qui ont essayé de faire bouger les choses en Afrique sans qu'il n'y ait de trahison, sans qu'il n'y ait de coups bas. Donc, 2 Africains ensemble qui font des choses, c'est possible. 10 Africains qui se mettent ensemble pour faire avancer le continent, c'est possible. Il faut juste avoir confiance en soi. Il faut en fait être dans cet esprit d'union, d'unité, de solidarité. Et il faut surtout avoir en tête l'intérêt général. Si tu fais les choses pour la communauté, ce sera toujours les intérêts premiers de la communauté qui passeront. Et non pas tes intérêts personnels. Si tu penses d'abord à toi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est ce qu'on est en train de vivre là actuellement, là, depuis des siècles. Chacun pour lui, chacun pour chacun. Mais si tu comment on dit, intègres cette idée-là que je le fais, ce n'est pas que pour moi, mais c'est pour une suite, la génération à venir, la génération présente, etc., pour qu'on perpétue ça et qu'on se réconcilie avec notre histoire et qu'enfin on puisse
voir cette Afrique debout, cette Afrique indépendante, cette Afrique forte. Parce qu'en fait, cette Afrique, elle est forte à la base. Nous sommes les fondateurs. Nous sommes même les pères fondateurs. Et ça fait mal à ceux-là qui veulent nous asservir. Je vais vous dire quelque chose. Toute personne qui veut asservir l'autre, elle est elle-même inférieure et elle le sait. Toute personne qui veut asservir l'autre, c'est-à-dire que tu veux absolument dominer l'autre, c'est parce que tu sais que tu es en bas. Parce que quand tu as confiance en toi et tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de rabaisser les autres. Tu n'as pas besoin. Ce sont les gens qui se sentent faibles, qui ont besoin de rabaisser les autres, qui veulent absolument dominer pour se sentir bien dans leur peau. Ça veut dire qu'il y a un mal-être à la base. Et ça là, quand vous aurez compris ça, quand surtout nos frères africains auront compris ça, ils se libéreront en fait de leur prison mentale, des chaînes en fait, des chaînes d'esclaves en fait, parce que concrètement, beaucoup sont encore des esclaves malheureusement. Voilà, alors Léon, j'ai activé la cloche. Merci Corinne. Et Léon, bon, j'espère que tu as réglé le souci. Parce que moi, j'essaie de regarder. Je pense que non, quand je lance les lives, ça s'enclenche automatiquement et les gens reçoivent la cloche. Je sais pas pourquoi toi, tu ne recevais pas. Mais si tu as activé ça, c'est que c'est bon. Alors, mais par contre, tu viens à la fin. Bon, j'ai terminé. Les gens m'ont encore fait durer une heure. Mais c'était super. C'était un super live. Merci beaucoup à Corinne et à Rudy. C'était vraiment super. En tout cas, si vous voulez participer concrètement au live, vraiment n'hésitez absolument pas. Moi je mets la vidéo et on se parle, on discute, c'est très intéressant comme ça parce que c'est des choses que moi je vais reposter après parce que les gens écoutent. Il y a même les haters là, même les gens qui ont la douleur viennent regarder les lives là. Nous on voit, ils viennent regarder, donc ça rentre quand même, ça rentre dans la tête de quelqu'un quelque part. Il va dormir le soir, il va réfléchir que mais ma boule là quand même, elle est passée ma boule, hein. Elle dit quand même les vraies choses, vous voyez. Donc, prochain débat, je rentre en live. Ok, super. C'est le lundi prochain, en fait. Lundi prochain, à plus ou moins la même heure. Là, j'ai fait un peu tard parce qu'il commence à faire hyper chaud ici. Donc, c'est pas évident de les faire tôt. Alors, je te jure que je suis en retard, mais next time, on va le faire. D'accord. Ou alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous poster le sujet live quelques heures avant. Avant, je faisais ça, hein. Avant, je vais reprendre les bonnes habitudes. Avant, je faisais ça, je postais le sujet live avant. Et puis, comme ça, les gens savaient. Et ils venaient maintenant participer au maximum. Lundi prochain. Ok, super. Merci beaucoup, en tout cas, à vous qui étiez connectés. Merci pour le débat enrichissant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est ça, en fait, l'idée. Hein, c'est de toujours essayer de s'apporter mutuellement, d'échanger et puis que ça reste, en fait. Voilà. De toute façon, je repartage, je reposte souvent les bribes, en fait, des lives qu'on fait. Voilà. Bon, il est 23 h. Demain, c'est le boulot. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore à vous. On va s'endormir ce soir sur cette idée-là d'Afrique, hein, d'Afrique unie, l'Afrique qui s'aime, les Africains qui s'aiment surtout, parce que l'Afrique en soi, c'est pas un problème, c'est nous là, hein, qui constituons cette Afrique-là, qui posons parfois problème, et surtout cette Afrique réunie, quoi, les États réunis d'Afrique, voilà, c'est ça. Moi, c'est mon rêve en fait, qu'un jour on voit ça. Et franchement, on n'aura plus besoin d'aide chez les autres. Hein. On sera tranquillement chez nous parce que cette Afrique, on aura réussi à la développer ensemble pour nous et non seulement pour honorer nos ancêtres, mais également pour les générations futures. Moi, je vous dis que c'est la jeunesse qui m'intéresse. La jeunesse africaine, elle est trop intense, pardon. Donc, on ne peut pas la perdre. C'est pas possible. Voilà. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, on fonce. Oh, la bague l'a encore sauté, vraiment. Bisous, bisous, portez-vous bien.